Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale, une rétrospective de vos reportages préférés pour vous faire revivre l'actualité de vos régions autrement. Voici d'ailleurs le tout premier reportage. Sur cet écran, des patients qui présentent deux points communs, leur jeune âge et une consommation de protoxyde d'azote. Comme cet adolescent de 17 ans, dont le comportement a fini par alerter ses parents. Il raconte des choses qui n'ont pas de sens. Et puis sur le plan de l'humeur, il n'est pas dans son état normal. Sa famille explique que ces troubles sont apparus dans les suites d'une très forte consommation de protoxyde d'azote dans les jours précédents. Au centre antipoison du CHU de Pellegrin, les soignants sont en première ligne. Ce sont eux qui répondent aux jeunes victimes. Ici, les appels peuvent arriver chaque jour. On observe des patients qui ont des troubles neurologiques sévères. On oriente ensuite très souvent, enfin même tout le temps, au centre d'addictovigilance qui lui va s'occuper de tout un tas de paramètres pour la suite de la prise en charge et notamment la prise en charge de l'addiction. L'usage de ce gaz hilarant représente aujourd'hui 15% des addictions suivies par le centre d'addictovigilance de Bordeaux. 70 dossiers sont recensés, dont près de la moitié concernent des femmes. Vraiment, les premiers cas d'atteinte neurologique qu'on a pu avoir en Aquitaine, c'est 2021. Là, on a eu un pic à une trentaine de cas et ça a augmenté au fur et à mesure ces dernières années. Effectivement, ça a doublé entre 2024 et 2025. Selon Addictovigilance, Bordeaux serait la 5e ville de France où l'on recense le plus de signalements liés à l'usage de protoxyde d'azote. En exclusivité pour le Grand JT des Territoires, Bernard Arnault a répondu à mes questions à propos de ses études à Polytechnique, ici aux Invalides, à l'occasion de son don à l'école Polytechnique. Regardez. Bonjour Bernard Arnault, jour formidable pour vous. Votre discours montre que vous aimez l'intelligence. Est-ce qu'on est plus intelligent quand on a Félix ? Je crois d'abord que quand on a Félix et quand on fait l'X, il faut avoir une certaine intelligence scientifique. Il faut réussir à passer les examens, le concours, et ça c'est une preuve, une connaissance mathématique en particulier. Voilà. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance de travailler avec des professeurs exceptionnels. Moi je l'ai rappelé, j'avais un professeur qui était le premier Français à avoir eu la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. En 1950, il a eu ce prix-là. Et il était extraordinaire. Il arrivait à clarifier, à simplifier les problèmes mathématiques les plus complexes, parce que lui-même avait fait faire des avancées aux mathématiques avec la théorie des distributions, les cours sur les tenseurs. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'était formidable. Et on arrivait à tout comprendre. C'est un peu grâce à lui, au fond, à cet attrait pour ce professeur que vous en êtes là aujourd'hui, que vous avez décidé d'aider Polytechnique. Je pense qu'en tout cas, en matière scientifique, il m'a beaucoup aidé. Et alors, on avait une particularité, ça je ne l'ai pas dit, c'est que nous sommes nés, pas la même année, mais le même jour, le 5 mars, tous les deux. Voilà. C'est pas un hasard. Et bien avant moi, quand même. De vos années picardes, vous retenez quoi de cette vie de famille qui vous a permis, au fond, de faire X ? Comment vous pensez à ça aujourd'hui quand vous y pensez ? J'ai toujours aimé les mathématiques, les sciences, et donc j'avais quelques facilités quand même. Et après, j'ai pas mal travaillé, oui, pour préparer le concours. J'ai préparé le concours à Lille. Et puis bien sûr, aux Invalides ce matin, de nombreuses personnalités, dont le Premier ministre Sébastien Lecornu, étaient présents pour assister à ce don qu'a fait Bernard Arnault à l'école Polytechnique. Regardez. Un nouveau pôle scientifique d'excellence va bientôt voir le jour. La prestigieuse école Polytechnique va créer l'Institut de mathématiques et des sciences fondamentales. Un institut dans lequel mathématiciens, physiciens, informaticiens et étudiants travailleront ensemble pour relever les défis scientifiques et sociétaux de demain. On le voit chaque jour, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle. Celui qui maîtrise les mathématiques maîtrise les affaires du monde qui vient. Le futur bâtiment de l'Institut sera financé grâce à un don de Bernard Arnault de 50 millions d'euros, un don salué par le Premier ministre. Je pense que ce n'est pas de la philanthropie, c'est du patriotisme. Et je pense que le patriotisme est un des moyens aussi, des antidotes, des réponses à un certain virus qui est en train de se répandre un tout petit peu dans notre pays, dans lequel, au fond, il n'y a pas de destin de puissance pour notre pays si on ne serre pas les rangs.
Le futur bâtiment de l'Institut de mathématiques est attendu d'ici 2030 sur le campus de Palaiseau. Et puis nous l'évoquons régulièrement dans ce journal, l'intelligence artificielle fait pleinement partie de notre quotidien maintenant. Et de nombreux secteurs d'activité s'adaptent à ces nouvelles technologies. C'est le cas notamment pour l'agriculture avec un semoir autonome où l'intelligence artificielle facilite grandement la vie des professionnels. Vous allez le voir. Présentation de cet engin avec ce reportage de Canal 32 sur place dans l'Aube, Christian Vieira. Il n'y a plus de pilote dans le tracteur, ou presque. Robotique, algorithmes, IA viennent au secours des enjeux du monde agricole. Exemple présenté lors des Végéliades, ce semoir autonome. 3 sont actuellement utilisés dans l'Aube, en particulier au sein d'exploitations bio, nécessitant un important travail du sol. Elle va nous servir à semer donc, des betteraves sucrières. On travaille aussi en oignons et éventuellement plantes aromatiques et betteraves rouges. Un des gros enjeux en fait en agriculture biologique, c'est gérer l'enherbement. L'intérêt, donc cette machine, quand elle va semer, va géolocaliser toutes ces graines et elle va pouvoir intervenir très précocement autour de la culture pour désherber mécaniquement. Pour Sonia, les nouvelles technologies peuvent répondre à de multiples enjeux. On va arriver dans un creux démographique avec quand même moins de monde pour travailler, donc ça va être en partie comblé par de la robotique et puis on arrive dans des impasses techniques. Ce tracteur est quant à lui doté d'un pulvérisateur de ultra haute précision. Caméras, analyse en temps réel permettent de viser les plantes non désirables et de projeter une dose sans débordement, une solution qui présente de multiples avantages. C'est la réduction des volumes de produits phytosanitaires. On a des réductions jusqu'à 95%. Le deuxième intérêt, c'est la préservation de la biodiversité et de l'environnement, puisque en appliquant la dose uniquement sur la mauvaise herbe, ça évite de mettre le produit sur la terre. Et sur les cultures comme l'oignon, on a des gains de rendement jusqu'à 15%. Une nouvelle technologie est en cours de déploiement, des lasers pour cibler les mauvaises herbes. Avec un coût de la vie de plus en plus prohibitif, des millions de Français peinent à s'y retrouver et les dépenses imprévues, comme celle par exemple de réparer sa voiture, deviennent un vrai casse-tête. Dans les Vosges, un garage solidaire a vu le jour. Le prix varie en fonction des revenus de chacun. Une bonne idée et une présentation de ce reportage de Vosges TV, Hugo Desmoulières et Thomas Herman. Quand vous avez les plaquettes qui sont trop justes et qu'elles freinent ici, vous voyez, quand elles freinent, ça veut dire qu'il faut passer un coup de lime ici. Après presque 40 ans de carrière en mécanique, André Duchesne aurait pu laisser ses outils de côté, mais il a décidé de mettre son expertise au service de ceux qui en ont le plus besoin. Comme lui, 2 anciens mécaniciens réparent bénévolement des véhicules grâce à ce nouveau garage solidaire créé début avril à Saint-Dié-des-Vosges. Solidéo, pour Solidarité Déodacienne, est une idée née dans l'esprit de Bruno Wagner, un ancien fonctionnaire de police qui a remarqué la difficulté de se déplacer en milieu rural. Il n'y a pas forcément des bus tous les quarts d'heure, on n'est pas dans les grandes villes, donc la voiture est indispensable dans le secteur. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce garage pour pouvoir venir en aide aux personnes qui ont des problèmes de voiture. Des prix solidaires, ce sont des tarifs bien en deçà de ceux proposés dans des garages classiques. 3 échelons sont établis. Pour un revenu inférieur à 800 € par exemple, comptez 10 € de cotisation annuelle et 38 € par heure de main d'œuvre. Le garage s'engage ensuite à éviter au maximum le changement de pièces qui reste à la charge du client. Avec le coût du carburant, avec le coût de la vie, aujourd'hui on est obligé de choisir pour tout. Et là c'est vrai que ça va soulager un petit peu le budget pour les familles aux revenus vraiment faibles. Par rapport à un garage traditionnel, on va dire, ici, vous gagnez jusqu'à combien ? Je pense je fais une économie de 1 000 € pour tout ce qu'ils vont refaire dessus largement. L'association n'a pour le moment pas bénéficié du soutien des collectivités, mais a notamment profité de dons de matériel. Le local est lui prêté par un membre de l'association. Le garage espère gonfler rapidement son nombre de cotisations, ce qui permettrait de rentabiliser les 25 000 € de travaux et proposer à terme des prestations encore plus avantageuses sans pour autant concurrencer l'activité des professionnels. Et les gens qui viennent nous voir ne seront pas forcément clients dans un garage parce que c'est des gens qui ont vraiment peu de moyens. Le but, c'est pas de faire du bénéfice. Nous, on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là pour faire des résultats. Et les résultats, on a une obligation de les reverser dans l'activité que l'on mène. Et l'association viendra bientôt directement en aide aux automobilistes pour limiter leurs frais de réparation en proposant 5 sessions d'initiation de mécanique dédiées à l'entretien de sa voiture. Je vous présente maintenant le Teaser, c'est son nom, un véhicule ultra léger, 100% électrique et surtout pensé pour les trajets du quotidien.
Avec son design futuriste et son architecture à 3 roues, il allie sécurité et dynamisme. TV78 nous fait la présentation de ce véhicule de demain. Regardez. Une place, 2 roues avant, une à l'arrière, un design futuriste. Voici Teaser, un prototype de véhicule intermédiaire développé par Mobilo, une société versaillaise. Un petit véhicule sobre et adapté aux besoins quotidiens de déplacement. C'est le résultat de plusieurs années de réflexion qui a convergé progressivement vers un véhicule avec une architecture spécifique qui permet donc d'avoir un véhicule sécurisant et avec un bon comportement dynamique tout en n'ayant que 3 roues. 100% électrique, Teaser ne pèsera pas plus de 270 kg au maximum pour une autonomie de 100 km. Un choix esthétique et technique qui permet la réduction des coûts. Mobilo est accompagné par le groupe d'ingénierie Ségula. Chez Ségula, on croit beaucoup aux véhicules intermédiaires, du véhicule sans permis jusqu'à quasiment un véhicule normal. Il y a un sujet réglementaire qui est important sur ce type de véhicule et le projet Mobilo, lui, permet de passer FI puisque c'est considéré comme un L5, donc une homologation de tricycle, qui n'a pas la même réglementation et qui du coup peut aller sur les voies rapides et les autoroutes. Mobilo fait partie de l'Extrême Défi, une initiative visant à développer des solutions industrielles pour la mobilité dans le cadre de France 2030. L'objectif, c'est de réfléchir à de nouvelles formes de mobilité plus écologiques et plus abordables pour le citoyen, donc avec des véhicules dits intermédiaires, plus légers et à motorisation électrique. Mobilo a pu bénéficier de l'accompagnement technique et financier de l'ADEME. Teaser pourrait être sur les routes d'ici 2 ans. 2 médecins mosellans se sont lancés un défi fou, celui d'améliorer la prise en charge d'astronautes touchés par un arrêt cardiaque. Leur objectif est de comprendre comment on peut réanimer un être humain dans un environnement sans gravité, car en apesanteur. Les procédures classiques ne fonctionnent pas. Regardez ce reportage de Moselle TV. C'est le respirateur à turbine qui l'emporte. Ils sont réanimateurs, l'un est pneumologue, l'autre cardiologue. Tous les deux cherchent à apporter une réponse à cette question. Comment traiter un arrêt cardiaque dans l'espace ? Les causes, elles sont multiples. Ça peut être par exemple des microparticules, des éléments infectieux qui sont dans ces habitats qui sont recyclés, ou alors par exemple la poussière de lune qui est extrêmement toxique pour le poumon. Notre second projet, après avoir validé le test technologique, c'est de savoir comment il se comporte sur les humains. Et pour ce faire, il faut expérimenter dans les conditions d'une navette spatiale. En apesanteur donc, l'avion simule l'absence de gravité pendant 22 secondes, le temps de tester différentes méthodes. Actuellement dans l'espace, la seule technologie possible, c'est qu'il faut endormir le patient et le faire respirer avec une prothèse endotrachéale, ce qui est extrêmement invasif et très risqué pour l'astronaute. Et donc dans ce contexte, sur Terre, on a depuis les années 80 un dispositif non invasif qui permet d'appliquer de la pression via un masque sans endormir le patient. Donc notre premier travail s'orientait vers la stratégie, comment ces machines en fait fonctionnent en apesanteur. Ces médecins passent entre 20 et 30% de leur temps à travailler sur la médecine spatiale, des recherches qui pourraient ensuite améliorer la prise en charge des patients sur Terre. Il y a des contraintes au spatial qui sont l'économie de poids et la simplicité d'utilisation. Donc c'est sûr que si on venait à qualifier le matériel et que les agences spatiales continuent à poursuivre le projet avec nous, ce qui a l'air d'être le cas, il va falloir réfléchir à alléger, à simplifier l'usage et tout ça, ça permettra de démocratiser des techniques. Le projet Vespa 1 terminé, les 2 trentenaires devraient repartir dès mars pour le projet Vespa 2 qui vise cette fois-ci une expérimentation sur les hommes. Et puis dans ce journal maintenant, une dose de douceur. De plus en plus de postes de police et de gendarmerie adoptent des animaux de compagnie. C'est le cas au commissariat de police de Saint-Dizier en Haute-Marne avec l'arrivée d'un petit chat prénommé Menotte. Et vous allez le voir, ce collègue à 4 pattes a un rôle très précis. Reportage de Puissance Télévisions, Janice Gaillard. Dans ce commissariat, une policière pas comme les autres. Voici Menotte, âgée de quelques mois et déjà un membre indispensable de l'équipe. Fin 2025, une idée a germé parmi les forces de l'ordre, celle d'adopter un chat pour apporter un peu de légèreté. Porté par la direction départementale de la police nationale et les équipes, ce projet a pu voir le jour avec l'aide du refuge de Saint-Dizier qui les a accompagnés dans les démarches.
En janvier 2026, Menottes a pu poser ses pattes dans sa nouvelle maison. On a observé dans certains commissariats que le fait d'avoir un animal pouvait aider à accueillir, notamment avec les mineurs, notamment avec les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, à vraiment avoir cette parole un peu plus libérée, un peu plus apaisée. Donc quand on s'est rapproché du refuge, on avait vraiment ce critère-là d'avoir un jeune chat qui soit en bonne santé déjà, ça c'était notre critère numéro 1. Et puis ensuite en second plan, on voulait un chat qui puisse être dans de bonnes circonstances avec des enfants, qui soit pas craintif. En déjà peu de temps, cette petite policière a déjà fait ses preuves. À partir du moment où Menottes est arrivée, on a vu déjà au sein des équipes que ça créait du lien, que ça avait cet effet un peu de brise-glace. Ça a amené un sujet très facile de discussion. Les gens se sont très vite impliqués aussi finalement parce que ça nécessite une organisation de service. On a eu des personnes, Menottes a très vite été à la rencontre de ces personnes en venant faire des câlins, en se posant juste à côté d'elles pendant les auditions et voilà, la personne finalement elle va se détendre toute seule. C'est quelque chose qui se fait très naturellement. Les forces de l'ordre souhaitent pouvoir pérenniser le projet en gardant cette recrue le plus longtemps possible. Pour Menottes, cette nouvelle vie de chat policier lui a aussi apporté une nouvelle famille. Et puis restons sur la découverte des espèces animales. Connaissez-vous les championnats de France ornithologiques ? Figurez-vous qu'il s'agit d'un rassemblement autour des plus beaux oiseaux de tous les continents. De quoi s'émerveiller devant la diversité et la beauté de nos amis à plumes. Un reportage de Télé Nantes. Certains volatiles portent la huppe, d'autres la couronne. Ce mâle violet perruche à collier a remporté le prix du plus bel oiseau de son espèce, mais aussi de sa catégorie, grande perruche perroquet. Le collier est suffisamment épais, il vient se joindre assez loin derrière. Plein de choses qui sont prises en compte. Les couleurs, la présence de l'oiseau, tout reflète ce que la terre elle a de plus beau. Le champion de France fait la fierté de son éleveur. Grande surprise, première participation, je ne m'y attendais pas. On se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est des bons choix, qu'on a bien fait de choisir ces oiseaux-là, travailler cette génétique-là, cette couleur-là. Donc nous, c'est vraiment la récompense de notre travail. Amazone à front jaune, Cacatoès rosalbin, inséparable de Fischer, diamant à gouttelettes, touille céleste. Les noms sont aussi chamarrés que les plumages. On peut voir un bel oiseau qui est relativement rare, qui s'appelle Eclectus. Et bizarrement, le mâle est moins coloré que la femelle. Parce que chez la plupart des oiseaux, la femelle est beaucoup moins colorée que le mâle parce qu'elle a besoin de se cacher dans la végétation, notamment pour ne pas subir les assauts des prédateurs, alors qu'elle est en train de couver ses œufs. Et le mâle a besoin d'être très beau pour séduire les femelles tout simplement. L'objectif du championnat de France ornithologique est bien sûr de faire découvrir les espèces au public, mais surtout permettre la conservation des oiseaux. Ce sont des diamants de Gould. Ces petits oiseaux vivent en Australie. Malheureusement, ils sont en voie de disparition dans leur environnement naturel. Mais nous, éleveurs, nous arrivons très bien à les faire reproduire. Tant et si bien que dans quelques années, on va essayer de les réintroduire dans la nature. De quoi redonner de l'espoir et repartir gai comme un pinceau. Vous connaissez bien évidemment les célèbres 24 heures du Mans, mais connaissez-vous les 24 heures miniatures ? Cette course d'endurance rassemble une cinquantaine de pilotes autour d'un circuit miniature avec des voitures toutes petites. Écoutons 2 participants au micro de 7 à Limoges qui nous dévoilent les secrets de cette course. Il y a des difficultés particulières, comme la fin de ligne droite, il faut vraiment décélérer pour essayer de prendre les virages le plus régulier possible, sans freiner, parce qu'il y a un frein moteur, ça reste des voitures avec des freins moteurs, chacun n'a pas la même stratégie. Les ravitaillements, il faut faire attention à la casse aussi, parce que plus il y a de casse, plus on va perdre des tours. Et puis on saura rétrograder dans le classement. Freiner au bon moment, accélérer au bon moment. Est-ce que ça dérape aussi facilement ? Eh oui, c'est pour ça qu'il faut bien doser, parce qu'on peut très bien se retrouver avec le châssis qui part un petit coup en arrière, un petit coup sur le côté. Et puis un concept qui fait fureur, si vos bijoux de famille abîmés, retrouvez leur éclat en quelques minutes. C'est le pari d'une petite entreprise de la Loire qui propose de restaurer vos bijoux avec un savoir-faire artisanal qui redonne vie à vos trésors familiaux oubliés. Reportage à Montbrisson de notre partenaire TL7, Thibaut Rivière.
Tout le monde a des bijoux rangés au fond d'un tiroir, en mauvais état, voire même cassés. Et bien ici, Alexandra leur donne une seconde vie, comme cet ensemble plaqué en argent. La demande, c'est de lui redonner un petit coup de neuf, on va dire. Donc effectivement, faire un polissage. Nettoyage à l'ultrason, puis polissage et en seulement quelques minutes. Vous avez effectivement avant le polissage et après le polissage. Le résultat est bluffant. Dorure, strass, soudure, anneaux, cordons, Restore s'adapte à une multitude de demandes. Des bijoux qui peuvent coûter quelques dizaines d'euros, parfois moins cher que le prix de cette réparation. Le bijou, il a été acheté en vacances. On y tient beaucoup, ou il a été offert par un parent, un petit ami, une petite amie, et en fait on y tient énormément. Restore se concentre sur les bijoux fantaisie, ils sont en général en métal et plaqués, un marché peu exploité en France et en Europe. L'entreprise a donc ouverte début 2025, presque uniquement en e-commerce. Leur page Instagram compte également déjà 13 000 abonnés. Cela a permis d'accueillir des clients venant de toute la France, mais aussi de Suisse ou encore de Belgique, tout en gardant une empreinte locale. Grâce à ce concept innovant, l'entreprise a remporté le prix Artinov Loire 2025 de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ça rassure énormément les personnes de savoir qu'on a reçu ce prix de l'artisanat, parce qu'on voit tellement de choses maintenant qu'avant d'envoyer le bijou, les gens aiment bien être sûrs de qui est derrière Restore. L'atelier propose également de recycler des bijoux irrattrapables. Une partie des fonds de ces dons sont reversés à une association. L'haltérophilie est une discipline très largement associée à la jante masculine et pourtant, cette pratique peut aussi être une affaire de femmes. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de soulever des poids, mais bel et bien de faire bouger les lignes. Exemple en Martinique avec ce reportage de notre partenaire Sur Place à TV. Après quelques saisons, loin des plateaux de compétition, Sindra renoue avec la scène. Sans fracas, mais avec cette détermination tranquille qui ne l'a jamais quittée. Dès l'enfance, le mouvement est une évidence. À 3 ans, elle s'initie à la gymnastique. Puis viennent les années de judo, longues, formatrices, exigeantes. Très tôt, le goût de l'effort s'installe, presque comme une seconde nature. Plus tard, c'est le crossfit qui capte cette énergie brute avant de révéler, en filigrane, une véritable attirance pour l'haltérophilie. C'est des sports de force, c'est des sports où on a la possibilité de montrer que nous, les femmes, on peut faire des choses, on peut lever des charges. Et puis l'haltérophilie, c'est très aussi, comment dirais-je, ça demande une grosse concentration mentale, un gros self-control, et c'est surtout cette partie-là qui est très intéressante. À 39 ans, le geste est sûr, le regard concentré, rien ne semble altérer la précision ni l'engagement. Elles sont encore peu nombreuses sur cette terrain d'exigence, mais comme Sindra, elles avancent, déterminées à occuper pleinement l'espace. Aujourd'hui, c'est le jour de compétition. Au-delà du classement, il s'agit surtout d'aller plus loin, de repousser la limite, parfois de battre ce record personnel qui résiste. L'année dernière, j'avais fait 56 kg en clean and jerk, épaulé jeté. Et cette année, j'avais pas refait depuis les 56 kilos. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 58, donc trop contente. Ça s'est bien passé, je voulais cette barre-là. C'est la première fois que je la cleanais et la jerkais, donc du coup, très contente. Prochaine échéance, la 3e manche des Absolute Fit Games, The Airwalks Race, attendue en septembre, avec cette fois une présence féminine annoncée plus marquée, signe que les lignes, lentement, continuent de bouger. Et puis voici maintenant dans ce journal un portrait savoureux sur le métier de luthier. Cette profession demande beaucoup de patience et de précision. En Haute-Savoie, Nicolas est luthier depuis plus de 30 ans et il est l'un des meilleurs en France. Il a d'ailleurs récemment reçu une récompense unique au monde. Regardez ce reportage de 8 Mont-Blanc. Entre copeaux de bois et odeur de vernis, Nicolas Saumagne redonne vie aux instruments à cordes. Luthier, installé depuis 30 ans à La Roche-sur-Foron, il accueille musiciens et passionnés venus du monde entier. J'étais violoncelliste au conservatoire à Brest et donc il faut forcément passer un jour chez un luthier et ça m'a bien plu. Ensuite j'ai postulé à l'école de lutherie il y a bien longtemps maintenant et j'ai été pris. Ensuite avec mon épouse on est parti travailler en Belgique, à Paris,
en Allemagne, à Bremen, au Canada, avant de s'installer à La Roche il y a 30 ans. Depuis, les journées s'enchaînent entre accueil des musiciens, fabrication et surtout restauration d'instruments anciens. Un travail long, minutieux, où le bois demande rigueur et patience. Ici, chaque instrument avance à son rythme, certains restent plusieurs mois, parfois plusieurs années sur l'établi. Le temps de restauration d'un instrument, c'est très variable. On peut parfois passer une dizaine de jours, ce qui est une petite restauration. Et il y a des instruments qui peuvent rester plusieurs années à l'atelier. J'ai un violoncelle qui est resté 4 ans. Son savoir-faire attire des musiciens du monde entier, Suisse, Italie, Japon, États-Unis. Un niveau d'exigence qui s'est illustré récemment avec la restauration d'un violon unique, récompensé par le prix Artinov. On a reçu le prix de la dynamique artisanale pour un projet de restauration sur un Amati. C'était le maître chez qui a appris Stradivarius. Et donc ce violon avait été dégradé avec un ajout de vernis conséquent dessus. Et on a fait faire une stratigraphie avec le laboratoire de biosciences de Polytechnique Paris pour pouvoir savoir les différentes couches de vernis qui avaient été posées sur l'instrument. Avant, on travaillait à l'aveugle, sans savoir ce qu'il fallait qu'on retire, comme font les gens qui rénovent les tableaux pour essayer de retrouver les couleurs d'origine. Et nous, on partait aussi à l'aveugle, et avec cet appareil-là, c'est la révolution, quoi. Dans son atelier, Nicolas Saumagne perpétue un savoir-faire ancien, tourné vers l'innovation. Une reconnaissance pour un artisan qui redonne vie aux instruments d'hier. Merci d'avoir partagé cette rétrospective du Grand JT des Territoires avec nous. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.